Merci monsieur, merci pour votre exposé. J'aurais plusieurs questions et ou réflexions un peu générales sur ce que vous évoquez dans le cadre du fil de votre intervention, ou au fond, peut-être vous me le direz, mais on a le sentiment, à travers ce que vous nous dites, que vous souhaitez et que vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui du droit en vigueur tel qu'il existe et tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Vous l'avez évoqué dans le cadre de la déclaration d'utilité publique. Au fond, vous nous dites on doit faire une espèce de balance entre les avantages socio-économiques et puis les inconvénients. On a aujourd'hui, je le rappelle, une déclaration d'utilité publique qui a été rendue, qui a été purgée de tout recours et qui aujourd'hui est effectif. On comprend que vous voulez faire évoluer le droit en ce sens, mais de quelle manière pourrait-on le faire autrement que ce qu'il a été évalué, soumis aux juges, soumis aux commissaires enquêteurs qui ont rendu un certain nombre d'avis. Peut-être sur l'autorisation environnementale, moi, il y a un élément qui me choque quand même malgré tout. Vous allez me dire, mais peut-être développer. Vous disiez que 90% des projets sont mauvais. Je crois que c'est les termes que vous avez employés. Bon, pardon ? Sur les plans programmes. D'accord. Bon, alors j'ai peut-être d'accord. D'accord. Alors voilà. D'accord. Donc j'avais cru comprendre que c'était cela, ce qui me semblait être un peu compliqué sur l'appréciation. Vous nous dites que effectivement, si l'évaluation environnementale elle se fait sur la phase travaux, elle est inexistante ou peu prise en compte sur la phase d'exploitation. Donc c'est peut-être une piste d'évaluation aussi du droit, sauf que ça permet là aussi également de faire des projections qui sont difficiles à évaluer, difficilement quantifier, sur savoir une fois que l'infrastructure est là, qu'est-ce qui va se faire. Est-ce qu'on va, comme c'est le cas de l'autoroute A69, privilégier en termes de tarification par exemple l'utilisation par des véhicules électriques par exemple, ou quand on met en place une véloroute, mais ça c'est des projets qui se développent par la suite et c'est donc difficile au stade de l'autorisation environnementale de faire en réalité ces projections. J'ai quand même moi un élément qui me gêne aussi également sur la manière dont vous évoquez la raison d'intérêt public majeur et sur la problématique des crédibilités des juridictions administratives. Je pense qu'on parle d'indépendance de la justice. Les magistrats de première instance, ils ont le droit, au regard des éléments qu'ils ont, d'avoir l'appréciation qu'ils ont par rapport aux avis que vous leur rendez, qui sont certes à charge sur ce type de projet, mais en balance aussi également d'éléments qui sont positifs, sur notamment les avantagements socio-économiques et de désenclavement notamment de ce territoire et d'attractivité qui sont pris en considération justement. Et donc je pense que c'est là aussi également l'impartialité du juge administratif et notre système judiciaire de première instance, et puis également après avec la juridiction suprême qui est le Conseil d'État, qui vont porter cette appréciation-là. Et je pense que c'est bien qu'à côté des décideurs, qu'à côté eh bien, voilà, des personnalités comme vous qui sont amenées à rendre des avis, on ait un juge de paix qui vienne trancher ces questions-là. Je pense que c'est, encore une fois, le sens de nos procédures qui, de ce qu'on en comprend, vous souhaitez les faire évoluer, mais encore une fois, je voudrais peut-être que vous répondiez peut-être à la question que je vous avais posée sur le fait que, en l'état actuel du droit, et pas de celui que vous voudriez et la manière dont vous voudriez qu'il évolue, peut-être nous dire si vous considérez qu'aujourd'hui, que ce soit dans le cadre de la DUP ou dans le cadre de l'autorisation environnementale, avec notamment l'unanimité des commissaires enquêteurs qui ont rendu un avis positif, eh bien, comment vous appréciez la régularité de la procédure au regard notamment des avis que vous avez donnés et que vous avez été amené à donner dans le cadre de ces différentes procédures. Merci, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de mieux préciser ou mieux expliciter certains des arguments que j'ai avancés, puisque j'ai peut-être introduit une confusion dans un certain nombre de sujets. Je ne crois pas que dans l'essentiel de ce que j'ai dit, j'ai critiqué l'état du droit en l'état.
J'ai critiqué la façon dont il était appliqué et mis en œuvre, d'abord par l'État, voire interprété par les juridictions administratives, et je dirais sans faire, entre guillemets, d'attaque ad hominem ou qui que ce soit, mais c'est juste effectivement dans des interrogations sur le fait que je constate que des autorisations sont signées et ne répondent pas, mais factuellement, à des articles de loi, c'est les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, et des interprétations extrêmement variables, j'ai parlé d'éparpillées des juridictions administratives, et qui effectivement, dans certains points, posent question justement sur ces juridictions administratives. Et je répondrai à votre troisième question après. Donc, je dirais que dans tout ce qu'on a dit, et je crois que dans les réponses, je crois me souvenir dans toutes les réponses aux questions que je vous ai adressées, je ne crois pas que l'un des axes principaux pour nous soit de faire évoluer le droit. Mais en clair, c'est bien de s'assurer qu'il soit correctement appliqué, je dirais, dans le cadre de l'état de droit tel qu'effectivement il est défini en France. Excusez-moi, quand vous parlez d'avis conforme minimum par rapport à l'avis consultatif actuel, oui. C'est bien une évolution du droit. Oui, mais vous m'avez posé une question. Je dirais que, vous m'avez posé la question. On n'est pas porteur de cette idée-là de façon farouche, mais je me dis qu'effectivement, dans une situation comme la question qui est en amont de tout ça, c'est de dire, le droit n'est pas appliqué. Comment faire en sorte pour qu'il soit mieux appliqué ? Donc, effectivement, on se dit à un moment donné, il faut au moins quand même que sur le minimum, on soit sûr qu'il soit appliqué. C'est juste, c'est pour ça que c'est cohérent avec ce que j'ai dit. Effectivement, il faut modifier du droit pour arriver à ça et pour faire un avis conforme. Ça, je suis d'accord. Voilà. Mais cela étant, je dirais que c'est presque par défaut. C'est-à-dire que si finalement je vais dans cette direction, c'est parce que je constate qu'en l'état, pour l'instant, le droit n'est pas correctement appliqué et sur de nombreux dossiers qu'on va passer. Bien. Sur le deuxième sujet, sur la question de la qualité des dossiers et de la façon dont les choses sont traitées. Donc, j'ai repris effectivement le 80-90% que j'évoquais tout à l'heure, c'est sur l'évaluation des plans programmes. Donc, à mes yeux, s'il y avait des évaluations de concession, à ce moment-là, je pense qu'on verrait ce qu'il en est. Mais on voit un tas de plans. Je pense au SRADET, je pense au contrat de plan, je pense, je dirais, à tout un tas de plans de ce type. Et franchement, la très grande majorité de ces plans sont très mal évalués. Pour les projets, je ne dirais pas ça, parce qu'au contraire, on a quand même, heureusement, beaucoup de projets qui sont correctement évalués. Et j'ai fait une analyse plus détaillée et plus précise dans la réponse au questionnaire par typologie de projet. Donc, il y a vraiment des maîtres d'ouvrage qui sont excellents et qui se débrouillent très bien. Il y en a d'autres qui sont très mauvais et qui ne s'améliorent pas avec le temps. Mais en clair, effectivement, on a vraiment maintenant, on a vu une évolution. Et surtout, on a vu une évolution significative en 10 ans. Ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'évaluation environnementale a fait progresser beaucoup de maîtres d'ouvrage et de dossiers et de projets, je dirais, pendant 10 ans. Comme je l'indiquais dans ma note, ce n'est pas le cas des maîtrises d'ouvrage routières. C'est tout, c'est comme ça. Mais au moins, si on voit d'autres types de maîtrises d'ouvrage, globalement, on voit que les choses se sont plutôt améliorées. Alors, quand on parlait de travaux exploitation, je suis désolé, parce que c'est là où j'ai probablement été trop rapide, je parlais vraiment surtout des émissions de CO2. Les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que dans les émissions de gaz à effet de serre, il y a des émissions de gaz à effet de serre pendant la phase travaux, et puis il y a les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées après aux véhicules qui empruntent la route ou l'autoroute. Mais comme je vous l'ai mis dans le questionnaire, le postulat de départ, c'est que selon les maîtres d'ouvrage routiers autoroutiers, ce n'est pas une autoroute, une route ou une autoroute qui génère du trafic, elle est là pour répondre aux besoins de trafic. Bon, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'en clair, quand on regarde les études d'impact des mêmes maîtres d'ouvrage routiers il y a 20 ans, ils écrivaient bien effectivement que généralement, quand on ouvrait une route, il y avait un effet rebond qui conduisait à une augmentation de trafic de 10 à 20%. Et ça, du coup, l'effet de l'augmentation de trafic de 10 à 20%, ça apporte des émissions de CO2 en plus. Et ça, je veux dire, à partir du moment où on vous dit que l'autoroute ne créera pas de trafic supplémentaire, on vous dit que ça ne créera pas de CO2. Mais je vous dis, ces éléments-là sont contradictoires avec ce qui était écrit dans les mêmes études d'impact il y a 20 ans. Voilà. Donc c'est là où, effectivement, je disais qu'en exploitation... Sur la question des juridictions administratives, alors, je ne peux pas laisser... Enfin, je me permets d'y réagir parce que vous avez utilisé le terme de avis à charge. Non, je ne suis pas d'accord. L'autorité environnementale fait des avis qui sont objectifs, qui sont motivés. Toutes ces recommandations sont motivées. Et en plus, nous prenons le soin, effectivement, lorsqu'il y a des critiques importantes, de citer le contenu des dossiers. Donc tout le monde pourra se faire son opinion sur, effectivement, ce qui a motivé nos recommandations et sur le fait, effectivement, qu'elles s'appuient sur un contenu de dossier factuel. Bon. Donc ce n'est pas à charge, c'est factuel. Voilà, je tiens à le préciser ce point-là parce que ça me paraît important. Sur les juridictions administratives,
il n'y a pas du tout dans ma tête l'idée de remettre en cause, naturellement, l'indépendance des juridictions. Et simplement, les juridictions administratives, il y a plusieurs niveaux, et par conséquent, nous sommes extrêmement soucieux et attentifs à ce que nos avis prennent en compte la jurisprudence, et tout particulièrement la jurisprudence du Conseil d'État. Et donc, ce qui est factuel, là aussi, c'est de constater qu'il y a des avis et des décisions de première ou de deuxième instance qui, en fait, ne sont pas conformes au droit et à la jurisprudence du Conseil d'État. C'est tout. Alors, je vais vous citer 2 extraits du jugement du tribunal administratif pour illustrer et éclairer ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque, je veux dire, là aussi, je vais essayer de rester factuel. Le problème, ce n'est pas un problème d'indépendance ou de quoi que ce soit. Je veux dire, on ne fait pas de procès d'intention. Le problème, c'est un problème de logique et de compétence. Dans un des considérants, il est dit « Il ne résulte pas de leur argumentation qui repose essentiellement sur des hypothèses ou des interrogations sur les effets attendus de l'ouvrage que les motifs de la politique d'aménagement ainsi menée, la configuration de l'autoroute A69, la nature des territoires qu'elle doit desservir, le coût de son péage ou ses éventuelles conséquences négatives seraient susceptibles de créer un doute en état de l'instruction sur son caractère projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur. » Alors, dans toute cette liste, j'essaye de voir ce qui pourrait constituer une raison impérative d'intérêt public majeur. Si je me réfère aux jurisprudences du Conseil d'État, je n'en vois pas. Mais surtout, et c'est là où je dis qu'il y a un problème quand même de cohérence, c'est que surtout la phrase que je viens de dire dit « ou ses éventuelles conséquences négatives ». Il y a une confusion manifeste avec l'utilité publique. Comme je l'indiquais tout à l'heure, l'utilité publique, elle parle d'une balance entre des effets positifs et des effets négatifs. Ce n'est pas le cas pour les raisons impératives d'utilité publique. Que viennent faire des conséquences négatives pour parler de raisons impératives d'intérêt public majeur? Et j'ai un deuxième point, si vous voulez, sur le fond. Si l'ensemble des impacts directs et indirects de l'infrastructure sur le phénomène d'urbanisation n'est pas décrit, il ne peut en tout état de cause être raisonnablement évalué et discuté, en raison notamment de la maîtrise des collectivités territoriales sur ce phénomène, que moyennant certaines hypothèses qui sont d'ailleurs présentées dans l'étude d'impact. Là, c'est un problème de cohérence interne du jugement. Premièrement, il est dit il ne peut en tout état de cause être raisonnablement évalué et discuté. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un guide qui a été édité par le ministère en 2015 qui explique à tous les maîtres d'ouvrage comment évaluer les effets sur l'urbanisation des infrastructures. Donc, comment un tribunal administratif a-t-il la compétence pour dire que ce n'est pas possible de faire cette évaluation alors qu'effectivement le ministère a dicté un guide en ce sens? Voilà. Quel est, je dirais, le fondement sur lequel effectivement le tribunal s'est autorisé à dire ça? Et en plus, il y a plusieurs endroits où il est dit effectivement donc c'est pas possible de l'évaluer, et à d'autres endroits on dit mais ça va être bon pour le territoire. Là, c'est une incohérence interne, c'est-à-dire que là, je parle simplement des questions de cohérence interne du jugement et de la compétence, effectivement, je dirais, de la connaissance, et y compris par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État. Donc voilà, c'est ça qu'on veut dire. Le problème, c'est que je ne veux pas faire une fixette sur le cas de la 69 sur le sujet, parce que globalement, des jugements comme ça, avec des incohérences comme ça, et avec effectivement des problèmes de compétence, de cohérence interne et de compréhension de ce que sont les raisons impératives d'intérêt public majeur, je ne dirais pas qu'il y en a une foultitude, mais enfin, on en a régulièrement. C'est ce qui fait que dans nos avis sur les demandes d'autorisation environnementale, quand on appelle l'attention sur le fait que le dossier n'est peut-être pas suffisamment précis ou complet sur les raisons impératives d'intérêt public majeur, si on le dit, c'est parce qu'on appelle l'attention des maîtres d'ouvrage pour leur dire « écoutez, ayez conscience que pour un dossier d'autorisation environnementale, il faut que vous en justifiez de ces raisons-là ». Et le nombre de cas où effectivement ce n'est pas justifié est un cas effectivement, je ne dirais pas général, mais c'est un cas extrêmement fréquent. Voilà, donc, et je vous dis, j'ai pris cet exemple parce que je suis dans la commission d'enquête à 69, mais je pourrais effectivement vous sortir un tas d'autres dossiers où il y a comme ça des raisonnements qui sont des raisonnements tout bêtement qui posent problème en termes de logique, qui sont des contresens, et y compris en termes de référence à des jurisprudences du Conseil d'État.